Donc il n'y a pas une retouchée, donc dans l'image, derrière l'image et à travers l'image. Alors je vous propose, donc comme je le fais habituellement, je vous propose un petit exergue de Georges Lieberman, que vous connaissez, je pense, un personnage très important, vraiment très très important de la pensée française, bien au-delà du champ de l'histoire de l'art ou du champ des arts plastiques. C'est un philosophe qui a une vision anthropologique, qui a un travail très élargi. Alors, bref, chaque image est à penser comme un montage de lieux et de temps différents, voire contradictoires. Devant une image, il ne faut pas seulement se demander quelle histoire elle documente, et de quelle histoire elle est contemporaine, mais aussi quelle mémoire elle sédimente, de quelle refoulée elle est le retour. Alors cet extrait de La condition des images, dans un petit livre qui s'appelle L'expérience des images, où il y a 3 personnalités qui sont invitées. Il y a Umberto Eco, qui était encore vivant, Marc Auger, l'ethnologue, anthropologue, et Georges Lieberman, Célina. C'est un travail qui a été co-dirigé par Frédéric Lambert. Donc, 3e séance de ce cycle consacré à l'image contemporaine, consacrée plus précisément à sa nouvelle économie, à la nouvelle économie de l'image, et j'utilise ce terme d'économie de l'image au sens formulé par Marie-Josée Monzin en 1996 dans un ouvrage tout à fait remarquable qui s'appelle L'image, icône, économie, l'image, icône, économie, les sources byzantines de l'imaginaire contemporain. Si vous avez un peu de temps, un peu de goût pour la lecture, c'est un livre absolument prodigieux. Et donc, oikonomia, j'utilise le terme de l'économie au sens où elle l'utilise, c'est-à-dire une image en tant qu'elle articule, en tant qu'objet, en tant qu'il articule le visible et l'invisible, et produit non seulement de la pensée, mais une prise politique sur le monde, une investigation politique sur le monde. Dans un ouvrage plus récent de la même Marie-Josée Monzin, intitulé Le commerce des regards, un ouvrage également très intéressant, publié au Seuil en 2003, la philosophe développe un point de vue selon lequel notre époque verrait, je la cite, la mort de l'image dans une gestion dictatoriale des visibilités. Je cite, je poursuis ma citation, alors que nous vivons depuis 2000 ans, dit-elle, dans une iconocratie, aujourd'hui, pour la première fois peut-être, l'image court un grave danger et menace de disparaître sous l'empire des visibilités. Il y a, c'est ce qu'elle soutient avec une forme d'impertinence d'ailleurs, il y a de moins en moins d'images, dit-elle. Les formes les plus récentes des visibilités donnent l'impression d'une inflation sans précédent du flux iconique. Je répète que ces flux n'ont jamais été aussi menaçants pour l'image, qu'il n'y a jamais eu aussi peu d'images. Voilà, c'est la thèse donc, que soutient Marie-Josée Monzin. Nous serions donc entrés dans l'époque de la disparition de l'image, remplacée par le flux des visibilités sans image. Le propos de Monzin paraît établir une distinction sous-jacente entre plusieurs types d'images, ou plutôt entre celles qui seraient encore des images et celles qui le seraient de moins en moins, c'est sa formule, de moins en moins. Et le trop grand consentement ou abandon au régime actuel dit de la visibilité signerait la dégradation ou la disqualification de ces nouvelles images, si peu ou pas du tout l'image, ou plus du tout l'image. Ce qui semble indiquer par contre-coup qu'il existerait une vraie image, une vera icona, laquelle, loin de succomber à la visibilité absolue, maintiendrait une logique, la logique tensionnelle du visible et de l'invisible. Je pense que c'est une affirmation, cette affirmation de Marie-Josée Monzin, je pense que c'est une affirmation qui est difficilement tenable, dans la mesure où elle présuppose pour l'image un ancrage unique dans le concept d'image, c'est-à-dire celui de l'image byzantine, à travers laquelle a pu se penser effectivement la théologie de l'icône. Je pense que ça n'est pas le seul ancrage historique ou anthropologique de l'image. Cette position, défendue par Marie-Josée Monzin, et par d'autres philosophes aujourd'hui, fait fi, à mon avis, de tout l'édifice de la pensée philosophique et scientifique de la Grèce antique, qui a pensé l'image. Des transformations du régime de l'image dans les pratiques artistiques, de la Renaissance à la modernité, mais également des refontes de la pensée de l'image à travers l'âge classique et les temps modernes. Donc la filiation, si vous voulez, de l'image de l'icône n'est pas la filiation unique, toute puissante. De plus, la dimension elliptique
de cette exposition, de l'exposition de cette thèse par Marie-Josée Mondin, et le délestage historique, à mon sens un véritable délestage historique dont elle procède, ne plaide guère en faveur de cette position. Je propose donc de conserver l'idée pragmatique de l'image comme un fait matériel et historique, comme une donnée anthropologique, comme un processus de construction et de représentation, et non comme une essence. Et non comme une essence. Donc, je récuse cette idée de vraies, entre guillemets, images et de fausses, entre guillemets, images. Idée qui possède un triple défaut. D'abord, elle essentialise la notion d'image. Ensuite, elle coupe l'image de toute historicité, de tout contexte. Et enfin, elle indexe directement cette image, avec un I majuscule, surplombante, à un régime de vérité suprahistorique, de sorte que le conflit tensionnel entre la vérité et le mensonge, entre le vrai et le faux, prend place, dans le texte de Mondin, dans le ciel apostasié des idées, et non dans des pratiques ou des situations concrètes. Donc moi je plaide pour précisément examiner l'image, reprendre le dossier de l'image à travers des pratiques et des situations concrètes. Donc je propose de conserver cette idée pragmatique de l'image, pragmatique au sens grec, pragmatikos, qui dépend d'une action, pragma, qui engage une action. Et afin de saisir l'image dans sa contemporanéité, j'adosse cette idée de l'action à cette question de l'énergie du flux, dont je déjà parlé avec vous, l'énergie du flux à travers laquelle cette image s'inscrit aujourd'hui massivement. On gardera à présent à l'esprit ce mot énergie, énergia, qui à partir d'Aristote possède toute une longue histoire liée à l'image dans le discours politique et philosophique. Je dis que les mots placent une chose sous les yeux, promaton poien, lorsqu'ils désignent cette chose en action, en ergunta. C'est dans la rhétorique. De fait, pour désigner l'efficace de la dimension visuelle d'un discours, Aristote construit une argumentation à double entrée, que je vais synthétiser et qui nous servira en quelque sorte de méthode de travail. D'une part, il indique que le discours en question met littéralement, c'est son terme, littéralement les choses sous les yeux, promaton. Et d'autre part, il affirme que de la sorte, ces choses dont il est question paraissent entrer en mouvement. Du fait qu'elles sont mises sous les yeux, elles entrent en mouvement. Elles acquièrent une énergie, en quelque sorte. De telle manière que les successeurs et les commentateurs d'Aristote vont dans un double jeu de convergence. D'un côté, traduire la périphrase aristotélicienne pro-homaton poien par enargaia. L'évidence, ce qui est mis littéralement sous les yeux, entre dans ce régime du visible institué par l'évidence. Et d'un autre côté, rapprocher, par contamination phonétique et sémantique, cette notion d'enargeia de celle d'énergia, le mouvement. Le mouvement de la mise en évidence de l'image s'appelle énergie, si on voulait synthétiser le texte d'Aristote. Le mouvement de la mise en évidence de l'image est énergie. Voici donc ce qu'il faut entendre. Le mouvement, l'énergie, deviennent des attributs essentiels de la mise sous les yeux, selon la formule d'Aristote, qu'est l'image. Et cela suppose que le récit s'efface devant l'image elle-même, devant sa force expressive, devant son évidence dynamique. Enargeia, l'évidence de la mise à vue, c'est ce que dit Aristote dans sa rhétorique, avait institué comme un adjuvant essentiel du discours, de la parole vive, comme de l'écriture, lorsqu'il s'agissait de traduire la réalisation en acte d'une force, va donner lieu chez les latins à la notion d'évidentia, la mise en lumière. Cicéron. C'est Cicéron qui fait la lecture, qui reprend le dossier de l'image à partir de la rhétorique d'Aristote et qui dit que pensons-nous, nous, latins, de l'image. Et il dit, voilà, il faut faire un transfert de sens, en quelque sorte. Et il propose cette notion d'évidentia, la mise en lumière. Ça se trouve dans deux partitions de Oratoria 6-20. Cette énergie devant transformer l'auditeur et le lecteur en un quasi-témoin oculaire. C'est la formule latine, c'est la formule de Cicéron. Il faut que les choses apparaissent vivantes par celui qui écoute. Quintilien le rapporte, cette énergie, dit-il, que Cicéron appelle évidence et illustration, semble moins raconter que montrer des scènes réelles. Et nous serons autant émus que si nous étions présents devant les faits eux-mêmes.
C'est sans doute là, donc, dans ce nœud entre Aristote et Cicéron, que commence ce fameux topos, des images parlantes, c'est-à-dire des œuvres d'art qui paraissent vivantes. Topos qui va jouer un rôle important à la Renaissance, comme on le sait. À mon sens, le flux des images contemporaines, mêlant images fixes et images animées, à travers le net notamment, amplifiant de manière virale une image à travers un déferlement de simulacres, constitue le point d'aboutissement d'une longue histoire de l'image, mais aussi d'une complexe pensée spéculative de l'image, qui commence à être nouée à côté de Platon, dans le cadre de la rhétorique aristotélicienne et de sa postérité, et donc pas exclusivement dans le champ byzantin. Ce flux des images contemporaines n'est donc pas un monstre impensable, surgi de nulle part, mais un certain état de développement historique de l'image, que nous ne pouvons pas appréhender selon l'idéologie de la catastrophe, au risque de nous interdire toute réflexion à son égard. Cet état de développement, cette situation, on pourrait dire, impétueuse de l'image aujourd'hui, nous devons chercher à la comprendre pour la maîtriser, pour en déterminer les régulations possibles et nécessaires. Donc, comme d'habitude, je vous propose deux images introductives pour cette conférence, qui ne sont pas les images sur lesquelles on va réfléchir ensemble, mais des images que j'ai choisies parce qu'elles posent des problèmes ou ouvrent des questions qui vont être à l'œuvre dans les fameuses images que je vais commenter tout à l'heure. Donc, ces deux images introductives, je les utilise un peu à titre de méthodologie. Voici la première image, et évidemment elle ne passe pas. Alors voici notre reproduction avec un petit peu de... c'est peint sur fond noir. Première image, une peinture de Roy connue, très connue, de Roy Lichtenstein, qui s'appelle I can see the room, there's nobody in it, je peux voir toute la salle, et il n'y a personne. 1961, ça se retrouve dans une collection particulière. Alors une indication en passant, je vous la livre, sans la commenter, c'est pas mon propos. Cette peinture a été vendue en 61 par l'artiste pour 550 $, un peu moins de 500 € d'aujourd'hui. Et elle a été vendue à New York chez Christie's en novembre 2011 pour la somme de 43,2 millions $, c'est-à-dire 39 millions $. Mais comme le dit Guy Debord, le spectacle est le capital parvenu à un tel degré d'accumulation qu'il devient l'image. C'est dans la Société du spectacle 1.34, c'est fameux paragraphe tout à fait étonnant. Le spectacle est le capital devenu un tel degré d'accumulation qu'il devient l'image. Et on peut, le propos est réversible, on pourrait dire que l'image redevient un capital. Et là, la plus-value est quand même assez importante. Je rappelle que pour Guy Debord, le spectacle est avant tout, je le cite, un rapport social entre des personnes médiatisées par des images. Un personnage, donc, à l'intérieur de l'image, glisse son doigt dans un œilleton pour faire pivoter sa fermeture. Il glisse un œil et regarde dans notre direction. Le monde virtuel suggéré par l'image associe deux espaces séparés par une cloison. Celui du personnage, l'espace où se trouve le personnage, et celui plongé dans l'obscurité d'une pièce indéfinie. L'artifice de présentation institue par contre une fiction, selon laquelle cette pièce plongée dans la pénombre serait celle du spectateur. Celle par conséquent où nous nous trouvons quand nous regardons le tableau. Celle où nous prenons place, malgré nous, lorsque nous sommes placés devant cette image. Le personnage du tableau nous ouvre un accès et littéralement, il nous attire dans la fiction. Tout est affaire de coup d'œil, de regard monoculaire, plus exactement, comme celui qui est employé avec l'appareil photographique ou celui dont on fait usage, comme vous le savez, pour la construction perspectiviste. C'est le principe de l'œil de Cyclope, qui a été décrié, fortement décrié par Léonard de Vinci, comme un regard illusionniste et partiel, qu'il conviendrait de remplacer par un regard binoculaire. Car, disait l'artiste savant, anticipant les découvertes modernes, le monde, perçu, est un sphéroïde. Mais ce faisant, la peinture de Roy Lichtenstein met aussi en scène la camera oscura, la chambre noire, dont nous avions déjà vu précédemment qu'elle constituait un outil visuel ayant une longue histoire, nouée vigoureusement par Alazen dans son traité d'optique, début du XIe siècle, traité connu dès le XIIIe siècle par le De Perspectiva de Vitelius. Nous avons déjà observé que cette image de la chambre noire
était dotée d'un tel coefficient de vérité qu'elle a apparu régulièrement dans certaines œuvres picturales occidentales, comme le Saint Jérôme dans son studiolo, dans Tonneau de Messine de Londres, que j'avais commenté avec vous. Descartes, dans sa dioptrique, reprend l'idée, alors assez répandue, selon laquelle la caméra oscura, dans cette fameuse chambre noire, est très exactement le modèle de l'œil. Il dit ceci, ainsi que quelques-uns ont déjà très ingénieusement expliqué par la comparaison de celles, des images qui paraissent dans une chambre, lorsque l'ayant toute fermée, réservé un seul trou, et ayant mis au devant de ce trou un verre en forme de lentille, on étend derrière, à certaine distance, un linge blanc, sur qui la lumière, qui vient des objets de dehors, forme ces images. Car ils disent que cette chambre représente l'œil, ce trou la prunelle, ce verre l'humeur cristalline. Nous remarquons bien sûr que ce dispositif, qui superpose la caméra oscura et l'œil, comme des machines identiques en quelque sorte, ne manque pas d'analogie avec celui de l'image de l'artiste pop. Cette image, cependant, alors voilà, c'est l'œil et puis la chambre optique, hein, c'est extrait de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Cette image, cependant, Roy Lichtenstein n'en est pas l'inventeur. C'est un dessin de William Overgaard dans une bande dessinée américaine de Steve Hooper. Mais en isolant cette case pour en faire une image unique, le peintre lui a offert un destin incomparable, tout en conservant présent à l'esprit la relation que la peinture de Lichtenstein entretient avec l'optique et la configuration de l'œil lui-même. Déplaçons à présent notre interrogation. Par le biais d'une peinture obéissant au standard pop et d'une dimension appropriée du tableau, l'artiste donne au visage qui apparaît dans l'entrebâillement de l'œilleton une taille identique à celui du regardeur. Les deux mondes, le monde de l'image, le monde du personnage, pardon, et le monde du regardeur sont alors abouchés l'un à l'autre, de sorte que le réel et la fiction échangent leur rôle, ou sont en possibilité d'échanger leur rôle. À cet égard, relativement à cette interpénétration du monde de l'image et du monde du regardeur, le « il n'y a personne » de Lichtenstein répond et s'articule au « je suis ici » du peintre Jan van Eyck. Donc je vous montre Jan van Eyck, que les époux Arnolfini, 1434, c'est conservé, comme vous le savez, à la National Gallery à Londres. Alors, c'est l'inscription qui se trouve au-dessus du miroir. Lequel miroir, œil de cyclope, renvoie la scène, referme la scène de l'intérieur. La boîte optique est refermée de l'intérieur et on voit au fond le peintre lui-même, avec un autre personnage. Et au-dessus du miroir, il y a donc cette fameuse inscription Johannes de Eyck fut ik. Jean van Eyck était là. Ou plus précisément, je crois, fut ici. L'écriture a sans doute été faite a posteriori. Il note sur la peinture que ce témoignage est déjà daté en quelque sorte, raconte une histoire qui est déjà dans le fleuve du temps, qui passe dans le fleuve du temps. Johannes de Eyck fut ik, dit l'inscription qui accompagne le miroir rond, convexe, placé sur le mur du fond. Miroir où se reflète l'autre monde, le monde situé de l'autre côté, où se tiennent le peintre et le regardeur. A contrario, cependant, du scénario plausible, s'agissant de la peinture de Lichtenstein, de l'agent de surveillance. L'idée de l'agent de surveillance est très présente dans la peinture de Lichtenstein. Agent de surveillance qui jette un coup d'œil dans l'espace de notre réclusion, en quelque sorte. S'agissant de Van Eyck, de la peinture de Van Eyck, pour la première fois dans l'histoire, sans doute, l'image s'institue comme acte. Elle témoigne. Elle s'érige comme document juridique. Ma peinture témoigne que j'étais là, et donc que ce mariage a effectivement eu lieu. Le « il n'y a personne » de Lichtenstein est un message qui donne communication de la vérité de l'image. Il signifie dès lors, ipso facto,
la déréalisation de notre monde, vide de tout sujet. Accéder au monde de l'image, y pénétrer phénoménologiquement, sinon physiquement, c'est ouvrir la possibilité non seulement de la perte du réel, mais également de l'oubli du sens de la vérité. Cette mise en fiction généralisée de notre monde quotidien, entrevue par les artistes pop, en tout cas entrevue par Lichtenstein dans cette peinture, est aujourd'hui, vous le savez, une donnée centrale du flux. À travers Internet, les réseaux sociaux, la télé-réalité, la publicité, la vie publique et même la vie politique. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, je vous renvoie à Baudrillard, qui est décédé en 2007, qui a beaucoup écrit sur cette question, et je vous renvoie notamment au texte magnifique qu'il a publié chez Galilée en 1995, qui s'appelle « Le crime parfait », qui parle de cette question de la déréalisation. Alors je vous montre ça, ça vaut son pesant de cacahuètes. C'est Mark Zuckerberg, après son discours à la conférence de Samsung, Mobile World Congress à Barcelone le 21 février 1916. Récemment, les lunettes de vision 3D, et davantage les casques de réalité virtuelle, alors moins de 100 € à la FNAC, moins de 90 € chez Conrad, le leader européen de l'électronique grand public, c'est la famille de Conrad. C'est intéressant d'indiquer les prix, si vous voulez, de cet objet marchandise, parce qu'on s'aperçoit que le coup de force anthropologique de l'objet, d'un coup, il ne vaut plus rien. Tout le monde peut y accéder. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà, ça n'est pas du tout... donc c'est accessible à tout le monde. D'ailleurs, voilà, tout le monde en a un. Alors, cette photo a été très commentée, vous l'avez vu, j'imagine, très commentée sur les réseaux sociaux, parfois de manière assez violente, avec des symboles nazis à côté, une société de robots, il a l'air très content de lui. Bon, je pense qu'il ne faut pas exagérer l'interprétation de la photo, mais elle dit quand même quelque chose d'assez curieux. Donc ces lunettes de vision, ces casques de réalité virtuelle ont relancé ce questionnement relatif à la déréalisation du monde. Ce type d'objet dit connecté, je pense qu'il n'est pas du tout connecté précisément, il est précisément déconnecté tout au fond. S'il y a une volonté de mise en fiction généralisée du monde et en tout cas un désir de dématérialisation du décor, c'est-à-dire quant au fond de liquidation du désir. Deuxième image, donc après le Lichtenstein, il n'y a personne, impérieux. Hubert Robert, La vie imaginaire de la Grande Galerie du Louvre en ruine, ça date de 1796, et c'est conservé au Louvre. C'est une célèbre peinture de l'époque des Lumières, peinte donc par Hubert Robert, qui avait en charge, qui a été chargé par la Révolution de se préoccuper du devenir du Louvre. Comme nous allons parler aujourd'hui de ruines, de la question des ruines comme question historique et surtout comme question philosophique, c'est-à-dire comme question exposant un certain état du monde ou de la pensée sur le monde, voilà, nous nous rapprochons d'emblée avec cette peinture de notre préoccupation. Nous sommes même peut-être au cœur de cette préoccupation. D'emblée, le spectateur, et donc nous tous ici, nous constatons que ce tableau expose un dispositif visuel particulier. Un dispositif qu'il place sous nos yeux, promatone, comme une évidence, une argia, et dans un mouvement tout à fait dynamique, une argia. Dans cette peinture d'Hubert Robert, le mouvement de la mise en évidence de l'image est énergie. Mais cela n'est pas tout. Ce mouvement, ce dispositif au travail, est une mise en fiction. Car nous le savons, le Louvre n'était pas en ruine en 1796. D'ailleurs, il n'est toujours pas en ruine à ce jour. Le dispositif au travail produit sa vérité, qui est une fiction partagée. En tout cas, partagée avec le spectateur. Une fiction partagée avec un ravissement d'effroi, on peut l'imaginer, par les membres du directoire, en 1796, lorsque l'artiste a présenté son œuvre, et avec un sentiment trouble de perte et d'extase par le regardeur contemporain. Donc vous voyez, le vieil Aristote nous rend bien service. Il nous permet de rassembler dans une même réflexion la peinture de Lichtenstein et celle d'Hubert Robert. Chez Lichtenstein, le dispositif, c'est l'œilleton. Et chez Hubert Robert, c'est la perspective monocentrée, qui file en oblique, dans la profondeur du tableau.
C'est au fond le même dispositif, on voit à travers l'espace chez Lichtenstein et à travers le temps chez Hubert-Robert. Regarder, c'est voir à travers l'espace et le temps. Le premier plan du tableau d'Hubert-Robert est très matérialisé. À droite, l'esclave rebelle de Michel-Ange. La sculpture avait été placée à l'entrée du musée du Louvre, du tout nouveau musée du Louvre, ouvert par la Révolution en 1794. À gauche, une fonte en bronze de l'Apollon du Belvédère, au pied duquel 3 personnages semblent en train de déterrer avec beaucoup d'ardeur un grand buste de Minerve. Ce sont les fameux tombaroli, pilleurs de tombes, littéralement, que l'on voyait alors sur tous les sites de ruines en Italie. Les pilleurs de tombeaux, littéralement. Derrière l'esclave rebelle, un jeune artiste, alter ego d'Hubert-Robert, a pris place avec son cahier de dessin, appuyé sur le vase Borghese, pour croquer la statue de l'Apollo. L'artiste survit à la destruction du monde. C'est la leçon magnifique d'Hubert-Robert. Au second plan, des personnages se tiennent près d'une marmite fumante, ainsi que l'ont montré de nombreux artistes qui dessinaient en Italie. Sur les sites antiques, la plupart des ruines étaient alors occupées, il faut s'en souvenir, par des familles de travailleurs pauvres, de paysans ayant quitté les campagnes, ou de populations nomades, des romanichels, des voyageurs, des vagabonds, etc. Souvenons-nous que les ruines antiques étaient devenues des lieux de séjour pour l'homme, des retraites, des habitats, qui pour être de fortune n'en étaient pas moins conçus comme des protections et des réconforts. Ce qui est assez extraordinaire dans cette peinture d'Hubert-Robert, c'est cette voûte de pierre, cette arche qui subsiste de l'effondrement des plafonds. Les blocs éparpillés et le lierre qui se développe ça et là témoignent de l'ancienneté de ces lieux et ouvrent une interrogation majeure. Quand sommes-nous au juste? Quand sommes-nous au juste? Les costumes quelque peu italianisants sont ceux de cette fin du XVIIIe siècle. Et cependant, nous avons le sentiment de nous trouver parmi des ruines antiques. On pourrait dire qu'Hubert-Robert a conçu un tableau au futur antérieur, une sorte d'image de science-fiction. Un jour, le Louvre apparaîtra tel que nous apparaissent les ruines antiques, romaines ou grecques, et simultanément, ce futur semble déjà là, futur antérieur. De sorte que le temps s'est étiré, puis s'est rompu. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il nous présente. C'est cette vision du temps qu'il a. Il constate. Aussi, la voûte, l'arche a-t-elle une fonction précise? Elle canalise le regard et le projette d'un coup, tout au fond de la diagonale perspectiviste, comme si regarder consistait à traverser brutalement un espace converti en temporalité. Et cette projection, cette conversion, ce passage brutal de notre présent vers le lointain évanoui, il se réalise efficacement lorsque, venant de la droite du tableau, ici, vous longez celui-ci vers la gauche sans cesser de le regarder très lentement. À un moment précis, votre regard est verrouillé sur le plan de fuite. Il faut que vous vous déplaciez sur la gauche du tableau pour que vous puissiez entrer sur ce point d'ancrage où la perspective est faite pour vous. Elle n'est pas faite si vous êtes face au tableau. Elle n'est pas construite encore. Elle se construit si vous voulez bien vous déplacer devant. Vous longez donc le tableau vers la gauche sans cesser de regarder, et à un moment, alors que vous allez quitter le champ du tableau, celui-ci ouvre pour vous une perspective oblique. Sa perspective oblique, c'est une trouée qui passe sous la voûte, qui va se perdre par le point de fuite, c'est-à-dire là-bas tout au bout. Dans cette petite ouverture lumineuse où glissent lentement les petites silhouettes d'un couple. Votre déplacement devant le tableau, votre regard latéral happé par la profondeur oblique, tout ce mouvement de traversée du temps, le voici à l'œuvre. La voici à l'œuvre, pardon, l'énergie de la mise en évidence de l'image, dont nous parlait le vieil Aristote. C'est une fiction qui nous entraîne, une fiction qui nous étourdit, atténuant en nous l'appétence pour le réel, dissipant notre volonté dans le mécanisme accéléré d'une chute, dispositif au travail. Aujourd'hui, notre réflexion sur l'image contemporaine nous conduit donc à nous interroger sur l'image comme dispositif au travail. Et nous limiterons donc notre interrogation à un seul sujet, pour ce soir en tout cas, la représentation des ruines. Deux paysages de ruines avec personnages. Paysages de ruines avec personnages.
Mon attention a été attirée ces derniers temps, je pense qu'il en va de chacun d'entre vous, ces derniers temps, ces derniers mois, par l'usage irraisonné, à mon sens irraisonné, que les médias ont fait de l'image de ruine. Cet usage a trouvé, semble-t-il, un terrain propice dans les reportages sur la guerre en Syrie. Nous savons que Bachar el-Assad et l'aviation russe ont généralisé la politique de destruction totale des villes tenues par les rebelles et l'opposition, et que l'État islamique, de son côté, a poussé sa folie destructrice en dynamitant des sites antiques, Palmyre, comme la cité de Palmyre. En sorte que la question des ruines a fait retour avec violence, comme une question d'actualité. C'est la guerre, et la guerre produit des ruines. Je reviendrai tout à l'heure sur cette assertion, qui ne veut pas de soi d'ailleurs, mais dont on peut discuter. Pour l'heure, je présente donc les deux images qui vont nous occuper, sur lesquelles on va un peu réfléchir. Alors, voici la première image. Elle est signée du photographe Jaffer Méret. Cette photo appartient à une séance de photographie. Elle a été réalisée à Homs, en Syrie, le 5 février 2016, avec les jeunes mariés, Hassan Youssef, qui a 27 ans, et Nada Meri, qui a 18 ans. La seconde image, réalisée par un photographe anonyme, mise sur Twitter, représente un couple d'amoureux à Alep-Est. Nous sommes le 15 décembre 2016, Alep-Est vient de tomber. Donc deux images qui, apparemment, nous délivrent un sens identique. Celui de l'amour vainqueur en toutes circonstances. L'amour triomphe de tout. Il y a une quête à mort, hein, c'est la formule des bucoliques de Virginie. L'amour triomphe de tout. Il triomphera donc de la guerre en Syrie, car il est plus fort que l'amour. Cette confrontation n'est pas neuve. En Occident, les ruines, ou plutôt la mise en image de ruines, possède une longue histoire où viennent se nouer des questionnements relatifs au temps et à la conscience d'une vie humaine inscrite dans la durée. En d'autres termes, si cette mise en image a connu des phases différenciées, c'est parce qu'elle n'aura cessé de s'ajuster aux transformations de la perception des ruines à travers les époques. C'est d'abord avec le sentiment d'un monde aboli que les ruines font leur apparition au début de la Renaissance. Botticelli, l'adoration des mages, c'est la version de Washington, de National Gallery de Washington, 1481-1482. La scène de la Nativité est le lieu d'inscription idéal, selon les théologiens comme Bernardin de Sienne, pour confronter la simplicité humaine de la nouvelle époque, représentée par la pauvre étable, ou représentée par un abri précaire, et les vestiges en ruine, ici sur la gauche de la peinture, les vestiges en ruine des anciens temples païens. Déjà, vous le voyez, s'installe l'articulation étonnante, et qui sera permanente, de l'amour et de la mort, mais aussi de la promesse et du monde déjà aboli, ou de la promesse sue ou à partir du monde déjà aboli. La confrontation avec la ruine signe le dépassement temporel et aussi la conscience d'un temps qui, littéralement, se remet au travail, recommence. L'esthétique des ruines signe alors l'attachement à la stagnation et l'irruption de l'espérance comme naissance possible d'un temps partagé. L'irruption de l'espérance comme naissance possible d'un temps partagé. De sorte qu'en termes théologiques, je me raccorde là sur la précédente conférence, en termes théologiques, les ruines sont comme l'enfant. Elles portent la même disponibilité envers l'avenir. C'est une gravure extraite d'un livre attribué à Francesco Colonna qui s'appelle Diptyrotomachia Polyphylie, le songe de Polyphile, traduit on pourrait discuter de la traduction, le songe de Polyphile. C'est un livre, un ouvrage qui a fait beaucoup, qui a eu un succès phénoménal. Sans doute l'un des plus beaux livres de cette époque, l'un des premiers livres. Il a été imprimé sur les presses de Andrea Manucci à Venise en 1499. Polyphile, donc, erre à travers différents lieux à la recherche de sa bien-aimée Polia.
Le couple traverse ici une cité antique détruite, cheminant pensivement à travers les amoncellements de colonnes et de chapiteaux. Ce sont les planches de bois gravées qui vont faire de ce livre l'un des premiers best-sellers de cette invention nouvelle, l'imprimerie, qui n'a alors qu'une quarantaine d'années. Donc je ne commente pas cet ouvrage. On pourrait dire qu'il s'inscrit dans l'espace du rêve. Il inscrit dans l'espace du rêve, une quête amoureuse où les ruines accompagnent une vision métaphysique de l'espace et du temps. Le couple, l'amour, la mémoire, le rêve, les ruines. Vous voyez comment les signes s'installent anthropologiquement dans notre histoire de l'image et font une sorte de circularité qui va rester, qui va se consolider. Les siècles suivants vont affirmer cette donnée, cette ligature, donc, où le rêve, le désir, le temps et les ruines composent une sorte de carré magique, avec une inflexion marquée sur l'un ou l'autre de ces quatre pôles, selon la personnalité du créateur et les aléas de l'époque. Les ruines demeurent, quoi qu'il en soit, toujours le vestige d'une énigme. Énigme parfois prophétique, comme chez Poussin. Nicolas Poussin, le paysage avec Saint-Jean à Patmos, 1640, ça se trouve à Chicago. En permanence, ces signes, donc liés au temps, ne s'inscrivent pas pour autant dans l'histoire, avec un grand H. Ils semblent à la fois en surplomb et en retrait, comme des structures affectées par une absence de cohérence externe, et ne parvenant pas à trouver leur articulation au monde historique. On comprend ici que dans le tableau de Poussin, évidemment, Saint-Jean écrit, c'est la nouvelle parole, c'est l'espérance, voilà, c'est la nouvelle langue en quelque sorte, c'est le nouveau bien commun qui surgit, et ceci dans un paysage de ruines qui témoigne de la fin, de la finitude, mais qu'au-présente, des espaces antérieurs de ce que les chrétiens appellent le paganisme. Dans son salon de 1767, Diderot expose ce qui sera considéré pour longtemps encore, dans l'espace romantique et dans l'espace post-romantique, comme une esthétique des ruines. Le mot esthétique des ruines est d'ailleurs extrêmement discutable. Alors, avec cette formule absolument prodigieuse qui est, là aussi, les idées que les ruines réveillent en moi sont grandes. Tout s'anéantit, tout périt, tout passe. Il n'y a que le monde qui reste, il n'y a que le temps qui dure, qu'il est vieux ce monde. Je marche entre deux éternités. C'est absolument prodigieux. La méditation de Diderot témoigne du surgissement d'une conscience de la pure durée, au cœur même de la pensée du temps. Ce n'est pas la conscience historique, ce n'est pas encore la conscience historique qui va se développer au siècle suivant, au XIXe siècle. Le XIXe siècle va le formaliser à travers Hegel, à travers Edgar Quinet, il y a énormément de temps de la raison historique, mais on n'en est pas à ce niveau-là. Ce n'est pas cette raison historique qui s'expose, fût-ce même sous une forme de chrysalide, mais bien un tourment mélancolique de la durée, qui maintient en deçà de la raison la possibilité de l'inquiétude souveraine, qui est l'inquiétude majeure dans l'espace, qui va devenir l'inquiétude majeure dans l'espace romantique. Alors, je vous montre aussi, c'est absolument ahurissant, c'est une gravure de Pradinel qui a été faite après une peinture de Félix Philippotto qui s'appelle Chateaubriand et Pauline de Beaumont dans les ruines du Colisée. Et ça servait d'illustration à la première édition des Mémoires d'Outre-Tombe. C'est une lithographie, elle se trouve à la Bibliothèque des Arts Décoratifs à Paris. Donc le couple dans les ruines du Colisée, profondément abattu. Déjà disjoint d'une certaine manière. L'impact catastrophique de l'environnement se projette sur l'amour. Voilà. Est-il encore vainqueur? Il y a une vacillation qui se... C'est dans ce contexte donc qu'il convient de replacer une œuvre qui reprend sous une forme défaite ou déceptive le prototype renaissant de l'amour vainqueur. Au milieu des ruines, c'est la fameuse gravure que vous voyez de Jean-Charles Pradinel. À présent, la victoire d'amour semble bien incertaine, tant le couple se trouve abattu et quasi désespéré devant une vision qui semble lui ôter toute espérance. Mais cela est conforme à la pensée de Chateaubriand. Donc je cite Chateaubriand. Tous les hommes ont un secret attrait pour les ruines. Ce sentiment tient à la fragilité de notre nature,
à une conformité secrète entre ces monuments détruits et la rapidité de notre existence. L'homme n'est lui-même qu'un édifice tombé, qu'un débris du péché et de la mort. Son amour tiède, sa foi chancelante, sa charité brisée, ses sentiments incomplets, ses pensées insuffisantes, son cœur brisé, tout chez lui n'est que ruine. Bon, on est chez Chateaubriand. Hein. C'est la tonalité générale d'une bonne partie des mémoires dans une langue bon, très belle qualité. Je l'indiquais donc précédemment, la question des ruines a fait retour avec violence comme une question d'actualité. Avec violence, c'est-à-dire avec une violence accordée à la guerre. C'est là la grande cassure de notre époque. Les ruines quittent les lieux du cœur et de l'âme pour convoquer les corps et les existences. Désormais, les ruines ne proviennent plus d'une durée indéterminable, elles sont produites sous nos yeux, comme un effet des guerres. Elles incarnent la présence même de l'histoire, avec une majuscule, c'est-à-dire la force menaçante de l'histoire et son caractère impérieux. C'est, si l'on veut, le retour du refoulé. En tout cas, Alep et la Syrie, pour nous occidentaux, c'est le retour du refoulé. En Syrie, c'est aujourd'hui la guerre, et la guerre produit des ruines. Mais voici que les médias occidentaux jouent de surenchère. Disons qu'ils en font trop, et que l'image de ruines se déverse à foison. Nous sommes habitués à cette dimension. Nous avions déjà abordé le problème. J'avais nommé l'effet viral. J'avais nommé cette règle numéro 1, l'effet viral. Le propre de l'image médiatique, c'est sa puissance de duplication et de propagation. Vous tapez ruine ou Syrie sur Internet, et puis c'est un déluge d'images de ruines. Pas un journal, papier, numérique, télévisé, qui ne comporte son lot d'images de ruines. Images souvent soignées, sinon sophistiquées. La plupart du temps, soigneusement cadrées ou soigneusement mises en scène. Avec une prédominance absolue du plan large, du panoramique, avec focale courte, 12 mm, 18 mm, 25 mm, et profondeur de champ. Le développement des drones n'y est sans doute pas pour rien, et Internet regorge de vidéos de drones survolant telle ou telle ville syrienne en ruine. Comme si c'était des véritables objets de délectation, évidemment. Ou bien tel ou tel quartier de Homs ou d'Alep ou d'ailleurs, copieusement bombardé. Les camps en présence utilisent cet outil visuel, les drones, et les médias occidentaux ont mis en ligne quelques bandes vidéo réalisées par des groupes rebelles, notamment de l'opposition, pour repérer la position des lignes adverses. Donc nous y voilà. Cet outil militaire de repérage, de visualisation ouverte d'un espace géographique élargi, le drone, semble donner le là et conduire à une inflexion de la photographie de reportage, que vous avez, je pense, remarqué. Quelle était la formule de Robert Capa, l'époque de la guerre d'Espagne? Si ta photographie n'est pas bonne, disait-il, c'est que tu n'étais pas assez près. Eh bien, cette formule pourrait aisément, au vu du nombre de photoreportages actuels et notamment du style actuel de l'image de ruine, s'énoncer à l'envers. Si ta photographie n'est pas bonne, c'est que tu n'étais pas assez loin. Aux consignes de prudence de la rédaction, pas d'implication de proximité, s'ajoute la nouvelle vision du monde, une vision esthétisante qui privilégie la vision large, c'est-à-dire la mise à distance de ce qui est vu, projeté irrémédiablement hors de notre espace de préhension, hors du contexte où notre corps peut s'installer. Cela traduit à l'évidence un éloignement de l'Occident vis-à-vis de tous ces espaces perturbés par des guerres, sa mise à distance volontaire, rejouant dans l'image son positionnement géopolitique et diplomatique. Pas d'implication de proximité, disent les gouvernements occidentaux. Pas d'implication de proximité, répètent les agences de photoreporters. Et donc elles sont là, les ruines syriennes, massives, opaques, d'une insoutenable présence métaphysique. Peut-on vivre au milieu des ruines? Qu'est-ce que vivre au milieu des ruines? De quelle expérience pourrait être faite cette vie?
S'agit-il encore d'une vie? De ce que communément nous appelons une vie, ne s'agit-il pas déjà d'une vie ruinée? D'une vie devenue comme les ruines elles-mêmes, faite de conglomérats et de débris, de morceaux projetés en tous sens, d'espaces sans assise, sans protection, sans bienveillance, d'espaces sans lieu. Les ruines effacent l'environnement et modifient le milieu. Elles brisent ce que Merleau-Ponty appelle l'inhérence au monde du sujet. Tout sujet est inhérent au monde. Elles ouvrent les ruines, elles ouvrent le territoire impensable de l'effroyable spatialité sans chose, c'est ce que dit également Merleau-Ponty. La destruction du chez-soi, sinon du pays natal lui-même, reconduit alors l'homme à la situation douloureuse de l'étranger, telle que la formule le philosophe ou le sociologue Otto Schulz, dans son livre publié par Elia, qui s'appelle L'étranger. Petit livre, grande pensée. Il a fallu beaucoup de temps aux Européens pour oublier le trauma de l'Europe en ruine. Je vous renvoie à ce livre-là, oublié, un livre qui est paru en 1995, qui a été signé Hans Magnus Enzensberger, qui a publié là, deux ouvrages récemment, intellectuel, écrivain, un grand intellectuel allemand. Il a rassemblé des textes choisis, des reportages, des textes journalistiques, des textes d'écrivains qui se sont promenés dans les villes en ruine de l'Europe après-guerre. C'est absolument effroyable. C'est très très beau. Alors ça va sur tous les territoires, du monde. C'est un totalement très très grand livre. Il a fallu donc beaucoup de temps aux Européens pour oublier le trauma de l'Europe en ruine, qui se confondait avec l'expérience dissolvante de la double inhabitabilité. D'abord, l'inhabitabilité des lieux. Et ensuite, l'inhabitabilité du temps. Le temps était devenu inhabitable. Car les ruines donnent à l'homme le sentiment que l'histoire s'est brisée, comme se sont effondrées les maisons de chacun. C'est la dépossession à la fois spatiale et temporelle qui porte atteinte aux repères inscrits dans l'histoire des corps et dans les cultures. L'homme européen, donc, a oublié les ruines de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il a voulu les oublier, parce qu'il a voulu, à toute force, oublier la mort. Les Trente Glorieuses, la société de consommation, la société du spectacle, les 60s, les 70s, etc., etc. Ces expressions sont, d'un certain point de vue, interchangeables et signifient toutes, elles signifient toutes, que ce qu'il fallait tuer, c'était la mort. Le désœuvrement, le chômage, l'attente, l'absence d'objet, la dissolution des communautés, l'ennui, c'est-à-dire la mort. C'est ce que la société occidentale s'est frénétiquement employée à oublier. Et dans ce monde de l'anamnèse impossible, seuls les artistes ont su rappeler régulièrement la présence de la mort et la nécessité de la penser pour la traverser. Voici donc que le drame syrien nous jette à la figure des monceaux d'images de ruines, devant lesquelles la machine, le flux des médias, s'emballe littéralement dans un désordre qui mime son objet, tout en révélant un certain délestage panique. Et ces ruines, ces images de la mort, sont d'autant plus difficiles à appréhender qu'elles se conjuguent avec la mort désormais palpable, avec les figures de la mort que sont le désœuvrement, le chômage, l'attente, l'absence d'objet, la dissolution des communautés et l'ennui. Les ruines d'Alep sont la métaphore même de notre présent occidental. La possibilité concrète de vie définitivement ruinée. Les médias n'ont pas saisi la grande anxiété qui s'est propagée dans nos sociétés à partir de la ruinification des villes syriennes. Donc, deux images de l'amour vainqueur dans les ruines syriennes, peut-être sans doute deux images comme antidote au malheur. Mais on va s'intéresser maintenant, on va revenir sur ces deux images et les confronter, les distinguer, sinon les opposer, parce qu'elles ne fonctionnent pas de la même manière, elles ne font pas sens dans la même direction. La première image donc, est signée par Jafar Mereh, un photographe. C'est un partisan frénétique, pourrait-on dire, du régime de Bachar el-Assad. Faut-il alors rappeler que les ruines dans cette ville de Homs, où a lieu la photographie de mariage, là, ont été produites par les bombardements intensifs durant 20 mois du régime dictatorial d'Assad. Mais ce photographe est un adepte de la post-vérité et des faits alternatifs. Il affirme que les ruines de Homs qui l'entourent
qui entourent son couple de mariés sont le fait des rebelles exclusivement. Rebelles qui ont évacué la ville en décembre 2015. Notons enfin que le jeune marié de la séance photo, Hassan Youssef, est lui-même un officier de l'armée du régime de Bachar el-Assad. Et il est vraiment dans sa tenue d'officier. De sorte que l'invitation faite à un photographe, parce que ça, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui photographie le photographe là. L'invitation faite à un photographe de l'AFP, il s'appelle Joseph Haid, ce photographe. Donc l'invitation faite à ce photographe, à Joseph Haid, pour accompagner la séance photo dans les ruines à l'occasion de noces, d'ailleurs ces noces sont-elles réelles, on peut s'interroger, s'apparente bien, à mon sens, à une mise en scène destinée aux Occidentaux. Les oppresseurs, le camp de la tyrannie, se rachètent à bon compte, en se désolidarisant des ruines, de la ruinification du pays, en ouvrant les portes d'une espérance falsifiée, où l'amour est une image destinée à effacer les crimes. Le reportage de Jaffer Méré est celui du complaisant photographe extérieur. Et celui du complaisant photographe extérieur, ont d'ailleurs fait la une de sites d'information, entre guillemets, pro-russes, comme Sputnik. Je vous renvoie sur Internet à la une de Sputnik du 20 février 2016. Je vous rappelle que les deux piliers essentiels des médias pro-Kremlin sont les agences Sputnik et RT, Russia Today. À partir de 2012, ces deux agences ont reçu entre 600 millions et 1 milliard de dollars par an. Moins aujourd'hui sous l'effet de la chute du rouble. Sputnik a abondamment relié ce merveilleux mariage dans des ruines créées évidemment par l'opposition. La seconde image a été réalisée 10 mois plus tard à Alep. Elle ressemble à une réponse à la première. Il n'y a plus de mariés dansant sur les ruines à présent, mais un couple sans visage, sur le point de quitter la ville d'Alep, ravagée par les bombardements du régime d'Assad et des Russes. Lui, mince dans son jean et blouson, la Kalachnikov en bandoulière, est un civil. Elle, en manteau bleu, le visage entouré d'un châle noir, tient dans la main une bombe de peinture aérosol. Enlacé, il regarde une inscription qu'ils viennent de réaliser sur un immeuble en ruine, un célèbre refrain de la diva libanaise Férouz, « Nous reviendrons au amour », suivi d'une date, 15-12-2016, la date donc de la chute d'Alep. Un couple sans visage, refusant de faire image de leur visage, c'est-à-dire n'importe quel couple du peuple syrien martyrisé. Le mariage, on le voit, n'est pas là. Personne ne danse. Il n'y a ni robe blanche, ni bouquet de fleurs. Et l'amour porte encore le voile noir. Cependant, sur le lieu même du crime, sur les ruines elles-mêmes, et à partir de ces ruines, car elles ne sont pas un décor mais un lieu, elles instituent le monde commun qu'il faudra reconstruire. À partir de ce monde ruiné, inhabitable, l'espérance donc, malgré tout, jaillit. Et ce jaillissement emprunte les voix de la poésie et de la musique. Nous reviendrons au amour. C'est écrit. C'est désormais écrit. Et ce qui est écrit revendique et l'amour et la durée. La longue durée. Le temps long des retours, des renouvellements, des recommencements, des guérisons, c'est-à-dire de la vie. Il n'y a pas de signature, car l'œuvre est collective. C'est un nous qui parle. C'est-à-dire une voix plurielle, portée par ce que Bitzwang a appelé le Virheit, la nostrité. Le fait d'être une communauté de destin qui parle. Le fait d'être une pluralité engagée qui prend la parole. Le fait d'être un ensemble vivant de je, j'y veux, qui revendique le droit à la parole. Pas de signature, mais une date pour prendre acte de ce qui a lieu. Pour faire acte d'image. Pour récuser le « il n'y a personne » des partisans de la dictature. Et pour affirmer avec force le « nous sommes ici ». Et ce « nous sommes ici » veut dire non seulement « nous sommes vivants », mais aussi « nous sommes témoins ». Nous sommes témoins. Et encore, souverainement, le temps nous appartient. Car le temps appartient à l'image qui fait acte de présence, tel l'accroc de la loi dans le fleuve du devenir. Comme il appartient par conséquent à l'amour et à la poésie, nous reviendrons au amour. Je vous remercie.